et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver enfin sur ce nouvel épisode de l'histoire. La dernière fois, nous en étions restés à la Gaule, nous étions arrivés en Gaule avec la chute de Rome. Nous allons donc reprendre cette partie de l'histoire là où nous en étions restés, c'est-à-dire avec Clovis. Oui, Clovis, le premier roi des Francs. Nous sommes en 480 et Clovis n'avait que 15 ans. Alors son règne se porte à merveille, mais ses descendants et héritiers vont se déchirer très violemment pendant tout le VIe siècle. Et oui, il faut savoir qu'à cette époque, les Francs pratiquaient l'héritage partagé. 4 enfants, héritage divisé en 4. Alors, vous allez me dire, de nos jours, c'est toujours comme ça. Un couple ou une personne qui a eu 4 enfants, par exemple, l'héritage familial va être divisé en 4. Jusque-là, tout va bien. Sauf quand il s'agissait d'un roi. On parle là de royaume. C'est le royaume qui était divisé autant en nombre d'enfants. Heureusement qu'il n'en a pas eu 10, parce que je ne vous raconte pas. Il suffit de se rappeler que Clovis avait enfin pu réunir la Gaule en un seul et même territoire, et le fait de ne pas avoir réglé ce problème d'héritage partagé, on se retrouve avec une Gaule à nouveau divisée. Nous sommes à l'époque des Mérovingiens. C'est le grand-père de Clovis, Mérové, qui a donné son nom à cette dynastie. Les Mérovingiens vont régner sur l'Europe, c'est-à-dire sur ce qui deviendra l'Allemagne, la Belgique, la Suisse et la France, du 5e siècle au 8e siècle. Alors nous allons doucement quitter l'Antiquité et entrer dans le Moyen-Âge, plus précisément le Haut Moyen-Âge. Oui, il faut savoir que le Moyen-Âge a une durée d'environ 1000 ans. Les historiens, il y a très longtemps, vu les différentes histoires et différentes périodes sur ces 1000 ans, l'ont divisé en 3 parties. Donc là, aujourd'hui, nous allons partir sur le Haut Moyen-Âge. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vous explique. Regardez. Alors, pour vous situer le Moyen-Âge, pour ceux qui ne savent pas, le Moyen-Âge se trouve après l'Antiquité et juste avant la Renaissance. Dans les derniers épisodes, nous avons vu l'homme à l'âge de pierre, ensuite l'Égypte, la Grèce et dernièrement les Romains. Nous allons glisser aujourd'hui des Romains vers les Mérovingiens. Nous entrons dans le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge a duré à peu près 1000 ans. Les historiens l'ont partagé en 3 périodes. Nous allons donc rentrer ici dans le Haut Moyen-Âge, du 5e au 9e siècle. Ensuite, nous aurons le Moyen-Âge central, du 10e au 13e siècle. C'est le féodal, la période des croisades, des chevaliers. Et ensuite, nous allons passer dans le bas Moyen-Âge, 14 et 15e siècle, très court, c'est la fin du Moyen-Âge, car nous passons très vite à la Renaissance. Mais pour aujourd'hui, nous allons glisser des Romains vers les Mérovingiens. En 511, à la mort de Clovis Ier, c'est donc ses 4 fils qui héritent du royaume de leur père, ce qui donnera 4 capitales. Soissons pour Clotaire, Reims pour Thierry, Orléans pour Clodomir, Paris pour Childebert. Plusieurs rois, mais un seul régnum, Franco-Rome, entre Francs et Romains en Gaule. Oui, attention, on ne parle pas encore de Francie ou de France. Nous sommes toujours en Gaule à l'époque. Le terme de capitale est un grand mot. Le siège du royaume devait être le siège du palais, mais chaque roi possédait une dizaine de palais, où la cour, l'administration, les archives, le budget et tous ces trésors enfermés dans des coffres y séjournaient temporairement.
Et oui, car tout le domaine était itinérant et les rois circulaient à l'intérieur de leur vaste domaine de cité en cité, ainsi que tous les hauts fonctionnaires, les serviteurs et tout le personnel. Ce qui explique qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de meubles. Les gros coffres de voyage leur suffisaient amplement. Donc ils avaient des coffres aménagés, il y avait de simples coffres, il y avait des coffres qui pouvaient se transformer en mobilier très facilement. Donc à l'époque, on commence à trouver des coffres assez complexes, mais pas encore. Mais il n'y avait pas beaucoup de meubles dans les châteaux, pour la bonne et simple raison qu'il leur fallait voyager très très souvent. Le pouvoir était donc décentralisé et les rois avaient besoin de relais stables, et ce, dans chaque cité. La cité était une idée romaine, une ville avec les campagnes organisées autour. Chaque responsable de cité était appelé comte. Il recevait des terres et la protection du roi, en échange de services divers et d'un serment de fidélité. Clodomir, le troisième enfant de Clovis, meurt en 524 sur un champ de bataille de Bourgogne. Mais Clotaire et Childebert vont s'allier pour assassiner les 3 enfants de leur frère défunt. Mais pourquoi? Bien pour garder le trône, tout simplement. Mais sur les 3 enfants, Clodoald réussit à s'échapper et trouve refuge dans un monastère et il se fait prêtre. En 534, c'est Thierry qui décède à son tour, peu de temps après les meurtres des enfants. Mais Thierry avait un fils, Théodebert. Clotaire et Childebert auraient bien éliminé ce rival gênant. Mais l'enfant de Thierry était déjà un homme bien entouré. Théodebert mourra en 548 dans un accident de chasse. Son royaume passe entre les mains de son fils Théodebald, un enfant qui mourut en 555. Clotaire s'empare de son héritage. En 558, Childebert tombe malade et meurt. C'est donc Clotaire Ier qui s'empare de l'ensemble du royaume de la Gaule, qui se retrouve à nouveau entièrement réuni. Nous sommes en 558. À partir de là, on peut commencer à parler de la Francie. Mais Clotaire Ier meurt en 561 avec 4 fils. L'héritage partagé étant toujours en place, le processus de guerre fraternelle va reprendre. C'est reparti pour un tour. Il faudra attendre Clotaire II en 613, qui réunifiera une fois de plus le royaume franc. Il sera connu sous les noms de Clotaire le Jeune et Clotaire le Grand. C'est avec lui que commence la dynastie mérovingienne, à savoir que les Mérovingiens attachaient une grande importance à leur chevelure. Il fallait qu'elle soit longue et belle, signe de pouvoir. Clotaire II meurt en 629, et là on arrive sur le règne de Dagobert Ier le 18 octobre 629. Il apparaît dans les sources de l'histoire comme fils de Clotaire II. Dagobert serait né vers 604. C'est un roi qui monte sur le trône en 630, mais pour une décennie seulement, mais qui aura pourtant une immense postérité. Il règne sur une dynastie en déclin. La fin des Mérovées approche. À l'époque de Dagobert, la justice de modèle romaine a tendance à moins bien fonctionner qu'autrefois. Dagobert va réinstaurer une autorité monarchique sur la justice. Pour cela, il se déplace énormément à travers son royaume, pour essayer d'imposer un traitement public et monarchique de la justice.
en imposant très souvent la peine de mort. Alors, chaque nouvelle audience débouche sur un décret. La réforme judiciaire est installée et les lois deviennent la loi. Dagobert s'installera rapidement en région parisienne et Paris devient un centre administratif. Il choisit Éloi, son ami d'enfance, comme Premier ministre. Son ami Wen sera en charge d'uniformer la loi. La justice est maintenant la même pour tous, mais conforme aux valeurs d'une société chrétienne qui se voulait nationale. Tout vient du roi et tout est garanti par le roi. Sous la lancée de la réforme du pape Grégoire le Grand, Aman, l'aumônier de la cour, assainit le clergé. Les Slaves, nos Bretons d'aujourd'hui, et les Basques ne font toujours pas partie du pays de Gaule. Il fallait donc pacifier ces deux peuples qui n'avaient jamais été totalement soumis par les Francs. Ce sera fait. Les Basques par les armes en 635 et les Bretons par négociation. La paix du roi étant solidement installée en Gaule, l'économie va pouvoir s'épanouir. La production augmente, les échanges et déplacements se multiplient entre Méditerranée et mer du Nord, avec le bassin parisien comme relais privilégié. Nous sommes au début du 7e siècle. C'est un basculement de l'économie mérovingienne, qui jusque-là était tournée sur la Méditerranée. En ce début du 7e siècle, l'espace dynamique du commerce se tourne alors vers la mer du Nord. Très vite, de grands ports sont installés. Des droits de douane sont imposés. Tout l'intérêt commercial est tourné vers l'anglo-saxon. L'Antiquité se dilue dans ce qui va devenir la Francie médiévale. Grâce aux grands domaines agricoles contrôlés par l'aristocratie et l'Église, le 7e siècle fut le temps des évêques. Ils ne participaient pas seulement au développement de l'agriculture. Bâtisseurs et restaurateurs des édifices du culte, ils relançaient l'artisanat. Propriétaires terriens, les évêques tenaient également la ville, l'hospice, l'école, une partie de l'administration judiciaire et fiscale. C'était une grande fondation monastique. Le roi Dagobert était victime depuis son enfance de crises d'entérite, ce qui lui provoquait des crises de maux de ventre particulièrement douloureux. En janvier 639, une nouvelle crise très violente l'affaiblit considérablement, à tel point qu'il meurt le 19 janvier 639. Alors, restez jusqu'à la fin parce que j'ai prévu un petit épilogue sur le roi Dagobert. Il fut le premier roi à être enseveli dans la basilique Saint-Denis, qui va devenir abbatiale et nécropole de tous ceux qui se succéderont sur le trône durant des siècles. Le bon roi Dagobert est devenu une légende, car après lui commence l'ère des rois fainéants. Dagobert avait 2 fils, Sigebert III, qui n'a que 10 ans à la mort de son père, et Clovis II, qui lui n'a que 5 ans. Et voilà que l'unité du royaume n'est plus. Et le bel et fragile équilibre instauré par Dagobert laissera la place de nouveau au chaos. Les rois enfants de Dagobert, trop jeunes, allaient bien sûr perdre la réalité du pouvoir, au profit des plus grands. Les Mérovingiens restent des rois puissants jusqu'à la fin du 7e siècle et début 8e siècle. Toutefois, à partir des années 710, les mères du palais prennent une telle importance que les jeunes rois sont condamnés à l'inaction. Pauvres petits, à 5 et 10 ans, ils ne pouvaient pas monter sur le trône, et encore moins prendre des décisions importantes. Et voilà ce qui va entraîner la légende des rois fainéants.
Mais ces rois, bien que trop jeunes, restent tout de même sur le trône, car l'on ne pouvait pas supprimer les descendants de Mérové comme ça du jour au lendemain. La légitimité de cette dynastie était ancrée dans les mœurs. Dès 687, les Pépinides, membres d'une dynastie de la noblesse d'Austrasie, permirent à Pépin II de Herstal de réunir entre ses mains les mairies d'Austrasie et de Neustrie. La famille de Pépin s'était enrichie pendant que les rois se ruinaient. Elle s'appuyait sur des guerriers qui leur avaient juré fidélité par un serment d'allégeance. Les Mérovingiens étant dans une phase de perte de puissance depuis le début du 8e siècle, Pépin le Bref considère dans les années 740 qu'il est temps désormais de changer la dynastie royale. Il envoie une lettre au pape pour obtenir l'autorisation de déposer le dernier des Mérovingiens. La réponse lui parvient avec la bénédiction d'éliminer ce dernier. Et donc, en 751, avec l'aval du pape, Pépin le Bref, fils de Charles Martel, coupa la longue chevelure du dernier descendant des Mérovées, Childéric III. Le dernier héritier de Clovis finira ses jours dans un monastère. Puis, Pépin se fait couronner roi à Soissons, roi des Francs, sacré par le pape dans l'abbatiale Saint-Denis. Désormais, nous parlerons d'une dynastie carolingienne. Mais ne partez pas, comme promis, nous allons terminer avec notre bon roi Dagobert. Le roi Dagobert a une mémoire attachée à Saint-Denis, qui conservait un élément important. Il s'agit du trône de Dagobert, trône qui va servir à plusieurs rois de France et qui servira pour la dernière fois pour Napoléon Ier qui s'assoit dessus pour l'entrevue de Boulogne. Le bon roi Dagobert va entrer pour toujours dans la mémoire nationale en formation. Grâce aux écrits des moines de Saint-Denis, le bon roi est une synthèse d'humanité. Ce bon vivant avait la réputation de bien se tenir à table malgré sa maladie. Ce côté paillard le rapprochait du peuple. Sa distraction légendaire fut mise en chanson qu'au XVIIIe siècle. Elle est aussi utilisée comme caricature du roi qui allait bientôt perdre la tête. Populaire grâce à ses actes politiques autant qu'à son mode de vie, il est le modèle du bon roi, comme le sera plus de 1000 ans après Henri IV. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous me mettez en commentaire roi Dagobert. Alors, nous allons poursuivre, bien sûr. Là, on est dans la Francie là maintenant. On avance là, on avance dans notre histoire. On est encore plus proche de nos vieilles époques. Alors, je vais pas y arriver. Vous avez compris que dans le Moyen Âge, il y a 3 périodes importantes. Moi, ce que j'aimerais que l'on voie aussi, c'est comment l'on vivait au Moyen Âge, ce que l'on mangeait, comment on s'habillait et quelles étaient les structures architecturales aussi. On sait que nous avions des églises romanes. Tout ça, on va le travailler. On va travailler plein de choses là-dessus. Et vous verrez que c'était l'époque aussi des châteaux forts, mais ils n'étaient pas très gais, les châteaux forts. Allez, on se retrouve dans un prochain épisode. Je vous embrasse à tous. Merci d'avoir été là et je vous dis à très bientôt.